Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de ce week-end à Nové Mesto, parce qu'en fait on avait fait que le sprint homme, on n'avait pas débriefé les autres épreuves, donc voilà, il y avait un trou là dans le calendrier. Enfin, pour faire le débrief donc de toutes ces courses de biathlon, on parlera donc sprint, les poursuites, les deux relais. Alors on fera pas d'analyse, on regardera pas les analytiques parce que sinon ça ferait une vidéo extrêmement longue et à la limite de l'indigeste. Là voilà, on se concentrera vraiment sur les résultats bruts. Pour les analytiques, vous pouvez aller sur le data center également de l'IBU, mais on fera pas une analyse véritablement des temps de course. Plus que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette semaine de compétition, quelle épreuve vous avez préférée. Quand vous vous abonnez à la chaîne pour ajouter la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une notification et sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis comme ça, vous pouvez voir toutes les vidéos cyclisme qui sortent, notamment en ce moment, le programme est très chargé, Et puis, vous pouvez faire un super thanks également, ça c'est seulement si vous avez les moyens, et ça se passe dans les commentaires. Allez, ce 7,5 km de Nové Mesto, des conditions de neige qui ont été extrêmement compliquées pendant toute la semaine. Ça va pas être mieux à Poldjuka. C'est pas vraiment une surprise. Souvent, quand il n'y a pas de neige à Nové Mesto, il n'y en a pas beaucoup plus à Poldjuka. C'est quand même très proche, les deux sites de compétition. Non, par contre, moi je me dis quand même que le calendrier qu'a fourni l'IBU pour les 4 prochaines années, donc notamment avec Oberhof qui parfois sera situé au niveau de Nové Mesto en termes de date, c'est-à-dire fin février, moi je vois pas pourquoi en fin février on aurait plus de neige que début janvier. Voilà, à Oberhof. Je pense que Oberhof, à part à la place d'Antols, il n'y a pas d'autre solution pour Oberhof, très clairement. C'est un site qui est trop bas en altitude aujourd'hui pour avoir de la neige régulièrement. Le Grand Bornand, en début décembre, ça va être impossible d'avoir de la neige. De manière, on va dire, naturelle, ce qui n'est déjà pas naturel, mais de manière presque naturelle. Et de l'avoir de la neige qui tient, ça va être impossible. Il y a un moment, il faut quand même que l'IBU se mette dans la tête qu'il y a un truc qui s'appelle le réchauffement climatique et qu'il y a des sites de compétition où ça va commencer à être de plus en plus difficile d'y aller même. Oberhof, en gros, ça va être de plus en plus complexe parce qu'on est trop bas en altitude aujourd'hui et donc il va falloir soit mettre en place des protocoles, il y a plusieurs solutions, soit on réorganise le calendrier mais de manière intelligente, pas ce qui a été fait en ce moment par l'IBU, en gros. Soit on garde le calendrier qu'a fait l'IBU, mais on met en place des protocoles où parfois ça sera du skirou, parce que là je ne vois pas comment on va faire. Oberhof, à cette période de l'année, ça ne le fera pas. Il n'y aura pas de miracle. Là, on a vu Nové Mesto, il y a une époque, on avait des très bonnes conditions de neige à Nové Mesto. Même là, certaines années, maintenant, ça commence à être compliqué. Donc ça va être de plus en plus dur d'avoir de la neige en basse altitude, d'avoir des sites de compétition en dessous de 1000 mètres, ça va commencer à être de plus en plus compliqué d'aller sur ces sites de compétition-là. Donc il va falloir réfléchir du côté de l'IBU au futur de cette discipline, parce que là, au rythme où ça va, dans 10 ou 15 ans, il va falloir anticiper le biathlon skirou. Donc ça serait bien de réfléchir à comment faire dans les années futures. Bon, on regarde tout de suite ce 7,5 km avec... chez les garçons, on avait eu la résurrection d'Emilien Jacquelin. Chez les filles, on a eu la résurrection d'Ingrid Tendrevold. Course, déjà, solide au tir. Ce qui a été la grande difficulté pour elle du côté des championnats du monde, où elle n'arrivait pas à mettre son tir en place du tout, elle n'arrivait pas à être dans le coup au niveau du tir. Et là, elle a réussi donc à le faire, Ingrid Tendrevold. Donc ça, c'est déjà une très très bonne idée de l'avoir fait ce jour-là, même si on sent que c'est pas encore stable. Et puis elle a tenu jusqu'au bout, parce qu'elle avait quand même parfois des fins de course un peu compliquées, Ingrid Tendrevold. Bon, elle arrive à avoir un peu de lumière dans une année qui a été quand même extrêmement difficile pour elle, et puis c'est vraiment une résurrection pour moi sur cette course, parce que les championnats du monde ont été compliqués, à la fois en termes de résultats sportifs, mais aussi d'insultes sur les réseaux sociaux, et de la presse norvégienne aussi, qui a été très sévère envers Tendrevold.
Donc oui, ça a été compliqué parce que c'est vrai qu'on parle souvent de temps de revol, mais en réalité, c'est quand même la Norvège qui passe un peu à côté chez les filles depuis 2 ans. Tendrevol s'est retrouvé à être leader d'une équipe qui est en reconstruction. Et elle était pas. Enfin, c'est pas simple d'être leader dans ce genre de situation. Et je trouve que la presse norvégienne lui en a mis à une époque, on voyait des propos passer, c'était assez hallucinant. C'était quand même très violent. Par rapport à ce que je disais sur Justine Brezas-Boucher, moi je suis petit joueur par rapport à Tendrevold, mais aussi parce que quand tu vois du côté de Tendrevold, ça a été la violence sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Sophie Chauveau en avait parlé notamment, mais Lou Jean Monod l'a subi aussi. Mais il y a une violence aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour moi due en partie au paris sportif. C'est-à-dire que bon voilà, les sports commencent à comprendre que peut-être que les paris sportifs c'était pas la meilleure idée du siècle. On le voit dans le tennis, mais même dans le biathlon aujourd'hui, parce que grosso modo Lou Jean Monod c'est des mecs qui ont parié sur elle et comme elle a pas gagné, ils ont perdu de l'argent. Il va falloir vraiment, pour moi, régler ce problème des paris sportifs. Alors ça fait peut-être gagner de l'argent à l'État, mais je pense que ça nuit énormément au sport. Voilà, donc ça serait bien un moment de réfléchir au niveau international et peut-être au niveau même des fédérations. Je ne sais pas si les fédérations auraient le droit d'interdire les paris sportifs sur leur discipline. Je ne sais pas si c'est possible du côté des fédérations internationales, mais si c'était possible, ça serait bien de le mettre en place parce qu'on voit que dans beaucoup de sports aujourd'hui, c'est un fléau. Voilà, les parieurs. C'est un véritable fléau. On le voit dans le tennis, les mecs se prennent, enfin les mecs et les filles se prennent des torrents d'insultes et des menaces de mort. Ça arrive du côté du biathlon. Voilà, on voit dans beaucoup de sports. Moi, je suis pas pour les paris sportifs. Moi, je ne fais pas de paris sportifs, par exemple, personnellement, mais je pense que c'est un truc qu'il va falloir vraiment réfléchir parce que, alors, ça va pas enlever toutes les insultes. Il y aura toujours des mecs qui insulteront, parce que les fous du village se sont réveillés depuis quelques années. Et c'est pas avec l'apparition des réseaux sociaux, c'est depuis quelques années où les fous du village avant se posaient des limites et maintenant se posent plus de limites. On le voit, moi je le vois notamment sur les commentaires, dans certains commentaires sur YouTube. Heureusement, c'est 1% des commentaires. Alors il y a vraiment des mecs qui ont les câbles qui se touchent. Et c'est pareil de l'autre côté, quoi. Il y a un moment où du côté des fédérations sportives, je pense qu'on doit mieux protéger ces sportifs. Et surtout, faire attention aux paris sportifs, quoi. Quand on voit aujourd'hui, on fait peut-être de la prévention sur le porno maintenant dans les lycées. Je pense qu'il faudrait aussi faire de la prévention sur les paris sportifs parce que ça devient un fléau terrible, les paris sportifs. Bon, donc Tendrevold a dû résister à tout ça, ce qui était quand même extrêmement compliqué. Et réussir à se relancer, chapeau quand même. Chapeau parce qu'on a souvent critiqué des faiblesses mentales du côté de Tendrevold. Bah là, elle a montré que voilà, elle était capable de, vraiment de mettre toutes les choses au point. Et comme Emilien Jacquelin, c'est deux courses assez similaires. Justine Brezaz, elle est française, 2, 3, 4. Ouais, Justine, aller sur la cadence des championnats du monde. Moi, j'avais pas vraiment peur sur cette épreuve, parce que comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand il y a des pauses, à la reprise, elle est toujours bien, Justine. On l'avait vu en début de saison, on l'a vu également en France à Annecy-le-Grand-Bornand, où elle avait pris 2-3 jours de pause, ça lui avait fait beaucoup de bien. On a vu au championnat du monde, ça lui a fait énormément de bien, la pause avant les championnats du monde. Là, en plus, elle est maintenant dans une bonne dynamique. Ce qui n'était pas forcément le cas sur la première partie de saison. Donc c'est vrai que plus les résultats sont là, plus tu vois que tu fais des bonnes choses, plus tu prends de la confiance, donc moins tu fais d'erreurs aussi potentiellement. Et là du côté de Justine, ouais, elle fait du très très bon boulot pour le moment. Donc elle peut vraiment être satisfaite du travail qu'elle a effectué. On poursuit avec Julia Simon. Pas forcément beaucoup d'énergie sur les skis, ça c'est clair et net du côté de Julia, c'était poussif sur les skis, mais elle a retrouvé une grande qualité de tir sur la fin de ses championnats du monde. Elle avait vraiment, elle était redevenue la patronne
sur la deuxième semaine de ces championnats du monde. Là, c'est encore le cas hein, sur cette course sans faute. Mais des skis où ouais, c'était compliqué au niveau sur les skis, mais heureusement, elle compense avec un temps de tir ultra rapide et un sans faute. Mais il fallait le sans faute parce que sinon, la course aurait été plus compliquée pour Julia. Et puis, Loujon Monod, quatrième. Elle reprend des points à Preuss. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le général de la Coupe du Monde. Après, sur le tir debout, ça a été compliqué, je trouve. C'est un tir debout déjà qui n'est pas évident. Malgré le fait qu'il n'y ait qu'une erreur, je trouve que c'est un tir qui est moins fluide que d'habitude. On sait qu'elle n'est pas rapide sur ses tirs, mais là, je trouvais que c'était pas rapide, mais pas fluide. La gestion de chacune des balles. Sur les skis, ça allait. C'est pas le meilleur temps qu'elle ait fait dans sa carrière, mais elle est tout à fait dans sa moyenne. Lisa Teresa Hauser, là aussi une année compliquée hein, pour Hauser. Enfin, ça fait depuis 2-3 ans que c'est compliqué à Hauser, parce que je le dis très souvent, elle a perdu sa capacité à faire des pleins. Hauser, pendant très longtemps, c'était l'une des meilleures tireuses du circuit, comme vireur hein, en gros, et elle a perdu complètement des repères sur le tir. C'est une fille qui a vraiment été en difficulté au fur et à mesure de sa des dernières saisons avec parfois des grosses erreurs, parfois des 4 balles ratées sur 5 sur certains tirs, alors que c'était une fille voilà, qui était à presque la perfection du tir. C'était du haut niveau et elle a perdu totalement ses repères. Et bon, heureusement, c'est qu'elle est autrichienne et qu'il n'y a pas forcément une grosse densité au niveau des concurrentes, quoi. C'est-à-dire que tu as un peu de marge, mais quand même, là, au bout d'un moment, ce résultat-là va lui faire du bien, avec une belle cérémonie des fleurs. Je pense que c'était pas arrivé depuis quelques mois, voire peut-être même une année ou 2 années, hein, du côté d'Hauser, de faire une cérémonie des fleurs en individuel, donc bien, et puis sur les skis, c'était pas trop mal. Alors, pour du Hauser, hein, encore une fois, c'est pas la fille la plus rapide, mais c'était pas mal. Knoten, 2 Norvégiennes dans la cérémonie des fleurs, c'est pas arrivé souvent cette année. Knoten, pour moi, c'est déjà le sprint, c'est sa meilleure épreuve. Elle est vraiment très intéressante sur la discipline courte. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de mal sur les 4 tirs que sur les 2 tirs. C'est pour ça qu'elle est aussi forte sur les relais. Je trouve que Knoten, sur les relais, c'est quand même une valeur intéressante. Pas encore sûre, mais intéressante. Donc voilà, le sans faute, de toute manière, on voit qu'il fallait faire quand même un beau niveau de tir. Hein. Que ça soit sur cette course-là ou sur la poursuite, le niveau de tir chez les filles a quand même été assez dingue en individuel sur ce week-end. Et Knoten, oui, elle fait la bonne course. Bon, elle échoue à pas grand-chose de Hauser, donc sur les skis, c'était pas exceptionnel du côté de Knoten, mais on sait que c'est une fille sur des courses à 2 tirs, c'est pas mal. Minkinen, pas mal pour Minkinen, elle qui a eu des championnats du monde pas si simple, enfin peut-être qu'elle s'attendait, il y a une médaille, mais c'est vrai que sur toutes les épreuves, parfois ça a été un peu plus compliqué pour Minkinen. Là, Madame Régularité, hein, avec Jeanne Richard, avec Océane Michelon. Voilà, Madame Régularité depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de gros coups d'éclat. Hein. Bon, il y a eu quand même une victoire sur un relais mixte simple, mais il n'y a pas forcément d'énormes coups d'éclat. Il y a des podiums, il y a beaucoup de top 5, il y a beaucoup de top 10, et il y a un très bon classement au général de la Coupe du Monde, grâce à ces places très régulières. Voilà, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Todorova qui commence à être de plus en plus régulière au tir. Depuis le début de saison, pardon, j'ai eu un bâillement, mais elle est de plus en plus régulière. On voit que le tir est maintenant en place du côté de Todorova. Il en manque encore sur les skis. Il faut le dire aussi que la Bulgarie aura peut-être des accords de fartage avec une autre nation, mais c'est pas toujours évident dans ce genre de cas. Donc voilà, elle est dans une petite nation. Ouais, c'est pas mal ce que fait quand même Todorova depuis le début d'année. Faudra suivre ça l'an prochain, parce que c'est peut-être une fille qui pourrait être intéressante sur certaines courses. Peut-être pas sur toute la régularité de la saison, mais sur certaines courses, c'est peut-être une fille qui pourrait être intéressante. Mais le tir est en place désormais du côté de Todorova. Il en manque encore un peu au niveau physique. Vireur,
C'est dommage, Vireur, mais tu t'aperçois que même avec un sans faute aujourd'hui, Vireur, eh ben, elle serait à peine sur le podium. Vireur, oui, 24 secondes. Ouais, elle serait à peine sur le podium. Vireur, c'est mieux que d'habitude. Elle aussi, elle a eu des championnats du monde très compliqués. Elle a même pas fait la dernière course. Pour vous dire, tellement ça a été compliqué pour Vireur. Hein. Ça a arrêté sur un relais et elle n'a pas fait la mass start. Donc là, c'est mieux qu'au championnat du monde. Par contre, tu vois que oui, sur les skis, il en manque toujours un petit peu, quoi. C'est plus la Dorothea Virer, dominatrice d'il y a 4-5 ans. Non, la Dorothea Virer, elle est plus en difficulté maintenant, parce que le poids des ans aussi, hein, Virer, elle doit avoir 34. J'ai 34-35, hein, Virer. Quelle année, Virer? Elle est née en 90, oui, donc... bientôt 35, bon, à 35 ans, au bout d'un moment, le poids des ans commence à se faire sentir, quoi. Combien de départs en Coupe du Monde? 415 départs en Coupe du Monde. Voilà, hein. Comme on dit, elle est plus proche du début que de la fin. Et ce qui fait que physiquement, c'est plus compliqué pour elle. Voilà. Donc c'est là où voilà, ça commence à devenir plus difficile pour elle physiquement. Grossian, Jeanne Richard, Kierkegaard, Michelon, les petites jeunes qui ont fait un tir groupé sur ce week-end de compétition, qui ont été extrêmement serrés. La grosse bagarre pour le maillot bleu entre ces quatre-là, c'est bien. Et puis en plus avec là aussi un décor de tir qui sont vraiment pas mauvais, 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, c'était du haut niveau. Anna Heuberg, dommage des deux erreurs parce que elle était plutôt dans un bon rythme sur les skis. Alors il n'y a encore qu'une sœur Heuberg sur les deux. De toute façon, Elvira ne reviendra que pour la mass start. Hein. Elle revient vraiment peut-être seulement pour la mass start. Donc c'est vrai que voilà, Elvira, ça a été une saison marquée par les maladies. Et du côté d'Anna Heuberg, c'est quand même pas mal, mais il en manquait sur le tir aujourd'hui. Il fallait faire mieux. Et puis Preuss, pas bien sur les skis, pas bien. Voilà, une reprise qui n'a pas été évidente. C'est depuis Oberhof, on ne l'avait pas vu faire des craquantes. Et je dirais que le tir debout, ça n'a pas été évident. Et ouais, surtout, beaucoup d'erreurs, quoi. Beaucoup d'erreurs sur ce week-end. Et pas des temps de ski fantastiques, donc pas des bonnes jambes pour elle. On redescend un petit peu dans le classement. Alors Johansson, parmi les petites jeunes de la Norvège, qui fait un sans faute, mais un temps de ski par contre pas suffisant, parce que tu es quand même à 1 minute. Lampitch, 7 sur 10, mais pas un temps de ski phénoménal pour Lampitch, pour elle. Et puis si je descends, Hidalgien comme d'habitude sur le debout, Fernstenwick pas un gros tir non plus. Et puis Sophie Chauveau, seulement 43e, temps de ski pas bon pour Sophie. Ça a été un peu mieux sur la poursuite, mais un temps de ski pas bon du tout. Parce que Sophie, elle nous habitue à faire des top 10 en temps de ski. Là, elle était au-delà de la 30e place. Hein, donc, c'était vraiment pas bon. Et forcément, avec un 8 sur 10 derrière, c'est difficile. Mais moi, je trouve que sur son tir debout, elle a essayé de jouer. Ça s'est pas passé. Et je trouve quand même que son tir debout s'est dégradé par rapport à ce qu'elle était en capacité de faire en début de saison. J'en avais déjà parlé au championnat d'Europe, je crois, où j'avais dit vraiment le tir de Sophie Chauveau, je trouve sur le debout c'est dégradé par rapport à ce qu'elle faisait en début de saison, et là j'ai encore le sentiment que ça bouge beaucoup sur ce debout, notamment au niveau de la hanche. Je trouve qu'il y a un vrai mouvement au niveau de la hanche qui est assez important et que ça manque de stabilité. Et donc les deux dernières à s'être qualifiées, c'était Heidenberg et Johanna Pouf. Johanna Pouf qui, il y avait 2 secondes par rapport à F. Bouvard, première éliminée. Et Elisa Gasparine éliminée. Klemencic, par exemple, du côté de la Slovénie. Il y avait Chloé Levins, Ogi. Et puis Alvarsson, avec un temps de ski vraiment catastrophique. Alvarsson, donc compliqué, voilà, pour la Suédoise. Et ça a été une course difficile pour elle. On poursuit avec la poursuite homme, et une poursuite homme qui a été très intéressante et assez surprenante là encore. De toute façon, ça a été un week-end assez surprenant Nové Mesto. On voit qu'on est sur la période post-championnat du monde et il y a toujours des petites surprises, des coureurs qui arrivent
à trouver des ouvertures. Alors, des fois, ce sont les petits jeunes qui arrivent à trouver des ouvertures. Je pense à Eric Perrault, c'était sur cette période-là où il avait commencé à avoir des très très gros résultats. Ça peut être ou Giacomel notamment aussi l'an dernier, et puis parfois c'est des mecs qui arrivent à se relancer, soit parce qu'ils se sont relancés au moment des championnats du monde après une première partie de saison qui a été compliquée, soit parce qu'ils ont raté leur championnat du monde et que d'un coup ils arrivent à trouver la solution sur une course, sur deux courses. Ça a été le cas de Samuelsson avec un magnifique sans faute aujourd'hui de Samuelsson, et on sent que ça faisait du bien du côté des Suédois, hein, véritablement, parce que l'année n'a pas été simple. Ça a même été assez compliqué du côté des Suédois. Et là, il y avait une véritable satisfaction du côté de Samuelsson. Parce que depuis le début de saison, le tir est pas franchement excellent. C'est vrai qu'il doit avoir des statistiques de tir assez proches de Ponsiluoma, alors que normalement, il y a une différence entre les deux. Et ils ont foiré pas mal de courses. Et au championnat du monde, ils ont été assez inexistants. Ils n'ont pas réussi véritablement à se montrer, les garçons suédois. Et là, ça fait du bien pour lui avec cette belle victoire. Et en plus, le 20 sur 20. Le 20 sur 20 sur une poursuite. Il partait quand même d'Ossard 11. Il avait 46 secondes de retard. Et il arrive quand même à gagner la course. Donc chapeau, parce qu'il a vraiment fait une super course, Samuelsson. Donc voilà, bravo à lui, parce que vraiment, il a été extrêmement solide. Voilà, la course parfaite. Donc bravo. Et puis c'est un concurrent en plus, on sait, qui est capable d'être dans le top 10 sur les temps de ski. Ça, c'est pas un problème pour Samuelsson. Il est certes un peu moins rapide que Ponsiluoma. C'est quand même pas un tank sur les skis. Donc non, il arrive à aller vite. Et là, il fait en plus la très bonne course. Donc bravo à lui. Devant Giacomel. Toujours sur le podium, Giacomel. C'est impressionnant depuis Antols. Ça s'est vraiment débloqué à Antols. Moi, je pense quand même que c'est une question de préparation physique. Les Italiens avaient tout misé sur la deuxième partie de saison, et notamment sur ce rendez-vous d'Antols, sur les championnats du monde, et qu'ils avaient décidé de démarrer piano sur la première partie d'année. Mais même sur le tir, il a retrouvé un tir bien plus solide. 18 sur 20, ça reste un bon score sur une poursuite. Donc non, sur les skis, il a retrouvé des jambes, ça c'est clair et net. Mais également sur le tir. Voilà, le tir est revenu à un très très bon niveau. Donc bravo à Tommaso Giacomel. Johannes Beu. Ça reste Johannes Beu, donc oui, un 17 sur 20 lui permet d'être sur le podium. Tu sens quand même que pour Johannes, je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Et je pense que s'il avait arrêté l'année prochaine, ça aurait été une erreur. Parce que je pense qu'il est un peu au maximum de ce qu'il peut faire. J'ai l'impression qu'il est plus autant, il a plus autant la tête au biathlon en fait. J'ai l'impression que il a un peu la tête ailleurs, et donc là sur cette course, là par exemple il fait une erreur sur le premier debout. Normalement il doit pas recommettre une deuxième erreur sur le deuxième debout. Pareil, d'erreurs qui, sur le coucher, ok, tu fais une erreur, mais là, 17 sur 20, c'est pas un super score pour Johannes Beu, et tu sens que, même en interview, tu sens que, il profite, mais qu'il est déjà passé à autre chose, je pense, dans sa tête. Il est déjà passé à l'après. Je pense qu'il n'aura pas de regrets, Johannes Beu. Je me disais à un moment, est-ce qu'il reviendrait ? Au bout d'un an, 2 ans, en se disant en fait j'ai peut-être pas encore fait le tour de la question. J'ai l'impression qu'il a fait le tour, j'ai l'impression qu'il est alors oui, il reprend le maillot jaune avec Stur par rapport à Stur là, mais je sais pas s'il arrivera à le conserver jusqu'au bout. Puis il faudra voir à Oslo, parce que à Oslo on risque d'avoir beaucoup d'émotions. Il faudra voir comment il arrivera à gérer ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas une question de motivation. Je pense qu'il est motivé jusqu'à la fin de saison. Mais ouais, il y a un peu la tête ailleurs. Voilà, c'est un peu la tête ailleurs du côté du Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet, 17 sur 20. Un week-end frustrant en individuel pour Quentin, parce que à la fois le sprint, à la fois cette poursuite, il y a une erreur de trop. Ça se joue à pas grand chose, mais ça se joue à chaque fois une erreur.
Son sprint déjà était très frustrant parce que il était super bien sur les skis, il avait fait une très bonne course. Là sur la poursuite, il est encore super bien sur les skis, mais il y a une erreur en trop. Et bon, on va dire que c'est un peu le résumé de sa semaine à Quentin Fillon-Maillet. C'est à chaque fois l'erreur de trop. Donc c'est frustrant parce que tu sens qu'il est pas loin. Et il manque pas grand chose. Hein. C'est vraiment des tout petits détails, mais il n'arrive pas à les régler, ces petits détails. Quentin. Et ce qui fait qu'il arrive quand même à faire des belles courses. Les championnats du monde ont été réussis, hein, notamment, mais sur toute une saison de Coupe du Monde aujourd'hui, il en manque. Parce qu'il faut réussir à être tout le temps régulier. Alors, il n'est pas largué au niveau du classement général, mais ouais, il manque des podiums, quoi, hein, en gros, pour Quentin Fillon-Maillet, pour aller jouer mieux, quoi. Donc voilà, dommage. Et puis ce là ouais, c'est bien pour ce là belle remontée, après un sprint qui avait été compliqué. Je pense quand même que sur les skis, il n'est pas en super grande forme. Donc il faudra voir du côté de Paul Yuka, parce qu'avec les conditions qui risquent d'être difficiles, ça va peut-être pas être évident pour lui. Mais un bon 19 sur 20 quand même au niveau du tiers. Autant il avait fait un sprint. J'avais trouvé son sprint vraiment pas exceptionnel. Autant là, sur la poursuite, il a bien relevé la tête, il a bien réussi à rebondir, et ça je trouve que c'est intéressant, parce qu'à une époque, ce tour-là, il ratait son sprint, il faisait pas forcément une grosse poursuite derrière. Là maintenant, il arrive à rebondir beaucoup plus, je trouve qu'il y a une force mentale due à son année 2023, qui a pas... 2024, pardon. Oui, si, 2023-2024, la saison où, qui n'a pas été... Enfin voilà, l'épreuve de Lanzarote 2. Par exemple, ça l'a fait énormément progresser mentalement. Je pense qu'il est passé d'un enfant à un homme, on va dire mentalement. C'est un peu ça du côté de Sturla. Et depuis le début de saison, on n'a pas totalement le même Sturla quand même. On a un Sturla qui est beaucoup plus mature, je trouve, dans sa manière d'appréhender la saison. Et beaucoup plus capitaine. Et surtout depuis janvier, depuis l'annonce des retraites de Johannes Beu, je trouve qu'il a vraiment... Il arrivera à reprendre le flambeau, je pense, Sturla. Ce qui était un peu mon doute, je pense qu'il arrivera à reprendre le flambeau. Niklas Hardweg, là aussi un très grand 19 sur 20. Je trouve quand même que les Suisses, déjà on en avait parlé, mais n'avaient pas fait des mauvais championnats du monde. Je trouve, alors en termes de résultats, oui, il n'y avait pas la médaille, mais je trouve qu'il y avait eu des courses très intéressantes. Des fois il y avait eu des plantades sur le dernier tiers, je pense, avec la pression sur les épaules, mais je trouve qu'ils avaient fait des bons championnats du monde, et là ils sont repartis un petit peu sur les mêmes bases de ces championnats du monde. C'est-à-dire que ça leur a donné de la confiance en se disant on peut peut-être jouer quand même avec les meilleurs, on peut peut-être tenter de viser régulièrement la cérémonie des fleurs, qu'on a les qualités pour le faire, et je trouve que Hardweg fait vraiment pour le moment une deuxième partie de saison très intéressante. Et puis Ponsiloma, c'est dommage, 4 erreurs sur le coucher, ça te met en jeu direct. Ensuite, on voit que sur les skis, il était vraiment au-dessus. 4 erreurs, ouais. Tu fais pas de miracle, quoi. Il y a un moment, 16 sur 20, c'est fou. Ponsiloma, le tir, ça veut toujours pas rentrer. Parce que il a... C'est vraiment frustrant, c'est un peu comme Lampitch, parce que tu sens que il y a de la tension derrière la carabine, et c'est peut-être certainement ça qui lui fait rater des balles. Je pense que c'est un concurrent qui se met trop de pression, et aujourd'hui ça lui coûte cher, donc dommage. Alors heureusement, c'est qu'aujourd'hui à 16 sur 20, il y a quand même beaucoup de concurrents qui ont eu des courses difficiles devant, donc ça fait une course qui est pas trop mauvaise, mais en termes de résultats. Mais oui, c'est sûr que tu te dis qu'avec une erreur de moins, ça pouvait jouer bien mieux, qu'avec 2 erreurs, ça jouait peut-être presque le podium avec Johannes Beu, donc il y a un peu de frustration. Surtout en plus le nombre d'anneaux de pénalité qu'il a fait. Lui, sa course, elle a duré 1 km de plus quasiment. Emilien Jacquelin, pas bien sur les skis, vraiment. On sentait avec Eric, les deux étaient malades. Confirmation, les deux étaient pas au top. Il a eu beaucoup de mal à récupérer de sa course. Ouais. C'est dommage parce que tu gagnes, mais bon, le petit malheur derrière, c'est de choper des virus, et là ça coûte un petit peu cher. Puis devant Campbell White 7 sur 20, qui fait 9ème, et Oscar, top 10. Super Oscar. Super parce que
Il arrive de l'IBU Cup, ça faisait depuis quelques temps qu'il n'avait pas fait de Coupe du Monde. Il est là aussi parce que on a quand même un Français qui n'est pas au départ. C'est parce qu'il y a un Français en ce moment qui est avec sa femme, avec son petit bébé. Donc c'est pour ça que Oscar Lombardo il est aussi au départ. Hein, parce qu'en IBU Cup, c'était pas fantastique tout le temps. Et autant en IBU Cup, il avait beaucoup de mal sur le tir. Parce qu'il avait fait des tirs qui étaient vraiment pas exceptionnels. Autant là, sur les 2 épreuves individuelles, et on verra sur le relais, le tir a été bon. Donc est-ce qu'il avait du mal à s'impliquer mentalement sur est-ce qu'il considérait que pour lui l'IBU Cup c'était pas sa place et qu'il avait du mal à s'impliquer mentalement sur les tirs? C'est vrai que quand t'es énervé, c'est pas un manque de motivation, mais c'est vrai que l'IBU Cup ça fait pas rêver quoi. Et pour faire du tir, il faut tout faire à la perfection. Et si t'es pas totalement concentré, tu peux faire des petites erreurs. Parce que ce tir-là, il le faisait pas en IBU Cup. Hein. Donc non, chapeau Oscar. Et puis donc Eric Perrault, 18 sur 20, mais pas dedans sur les skis. Donc dommage. Sweroom, là aussi, pas exceptionnel hein, sur les skis. 18 sur 20. Et pourtant, ça ne prend que la 12e place. C'est-à-dire qu'il gagne pas de position. Il est encore à 4 secondes d'Eric qui est pourtant dans une course qui est très compliquée donc très frustrant du côté de Sweroom. Et puis Tariebe et Ouldal 18 sur 20 mais on partait d'un peu loin pour pouvoir espérer quelque chose et ils ont quand même Ouldal dépassé par Lombardo. Ça c'est quand même à notifier. Hornig, bon il avait fait un beau sprint hein, mais sur les skis c'était pas suffisamment rapide. Voilà, il lui en manquait aujourd'hui sur les skis pour faire mieux. Et puis Néline qui avait fait un bon sprint, ça a été plus compliqué sur cette course. Et puis Fabien Claude, ouais c'est dommage Fabien, mais je trouve quand même que depuis le début de saison, on a du mal à franchir un cap quoi. Je l'attendais mieux Fabien Claude cette année. Voilà, donc c'est vrai qu'en individuel, ça manque de résultats cette année. L'an dernier, il y avait eu quelques courses intéressantes et ça, je m'étais dit, voilà, il avait fait une bonne rentrée en Allemagne en janvier et puis après ça a été un peu plus compliqué, mais j'avais trouvé des choses très intéressantes sur la saison de Fabien Claude. C'est vrai que cette année, la saison de Fabien Claude, je suis un peu plus, je suis un peu moins heureux voilà, de sa saison. Et puis Emilien Claude, 20e, dommage, mais 5 erreurs d'entrée, ça coûte cher. Je pense qu'il y avait peut-être un problème de réglage hein, pour faire autant de fautes sur du coucher. On poursuit avec la poursuite d'âme, donc du côté de cette semaine de compétition à Nové Mesto. Et la victoire donc de Julia Simon. Quelle fin de course encore de Julia. Enfin, les 2 bouts de Julia Simon, ça reste quand même quand c'est en place. Hein. Mais alors, c'est presque frustrant quand c'est pas en place. C'est la perfection quoi. Hein. Y a pas quand elle met des 2 bouts, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Julia Simon. C'est ouais, moi ça m'émerveille à chaque fois. Parce que ça va à une vitesse, il y a une telle qualité aussi. Non, c'est super. Alors quand ça se dérègle, tu sens que c'est toujours sur le fil. Hein. C'est pour ça que quand c'est déréglé, ça peut parfois faire des gros échecs. Mais quel niveau encore de Julia Simon aujourd'hui. Ça reste, bon, on sait que la poursuite, ça reste une discipline qu'elle adore parce que c'est de la confrontation. Pourtant, j'avais des doutes après le sprint parce qu'elle avait fait une interview à la chaîne L'équipe où elle n'était pas... Ouais, doutait un petit peu de ses jambes. Et elle disait, bon, je verrai dans une course en confrontation ce que ça donnera. Mais bon, voilà, c'est Julia Simon, quoi. C'est Julia Simon, donc aujourd'hui, on est sur El Patron. Très clairement, il n'y a rien à redire. Aujourd'hui, elle est juste exceptionnelle. Et puis, le match face à Dorothée Avireur, voilà, ça nous a rappelé quand même, ça nous a remis 4-5 ans en arrière, où Dorothea était vraiment très forte. Et ouais, non, c'était un match. Ouais, c'est un truc qu'on verra peut-être plus dans 1 an et demi, quoi. Donc on se dit, il faut en profiter quand même un petit peu de Dorothée Avireur. Mais ouais, non, bravo Julia, parce qu'elle elle était peut-être pas forcément en confiance.
Et elle a vraiment fait presque la course parfaite, hein. Il y a un 19 sur 20, mais bon, en gros, la faute lui coûte pas très cher. Deuxième, Anna Heuberg. C'est sa meilleure course de la saison. Voilà. Anna, elle a eu une année compliquée, hein. C'est vrai que sur la première partie d'année, elle n'était pas du tout dans le coup. On se souvient du côté de Contiolati où c'était, enfin, elle n'était pas du tout dans le rythme. Vraiment, c'était assez terrible de la voir dans cette situation-là. Anna Heuberg. Donc ensuite, elle a pris une longue phase de repos. On l'a revue en janvier. C'était quand même compliqué sur le tir. Les temps de ski étaient bons, mais le tir n'était pas là. Là, elle a réussi à aligner les deux sur une piste qui était difficile. Et non, ça doit lui faire beaucoup de bien, Anna Heuberg, parce que bon, Elvira, 2 fois malade, elle a eu une année sur la première partie de saison, c'était vraiment compliqué. C'était pas une année évidente. Et réussir à rectifier tout ça avec une belle deuxième place, ça doit lui faire le plus grand bien à Anna Heuberg, donc ça doit vraiment la satisfaire. Non, chapeau à la Suédoise aujourd'hui parce qu'elle elle a fait le job, elle a fait vraiment le très bon travail. Et aujourd'hui, il fallait tout mettre en place, donc non, non. Bravo à la Heuberg, bravo à elle, et un bon 18 sur 20, et que dire d'Océane. Je pense qu'elle a été un peu portée sur la fin de course par Anna Heuberg. Ça reste se retrouver ensemble, et je pense que ça a été voilà, ça a été un bel adversaire pour la pousser un petit peu dans ses retranchements. Alors oui, certains critiquent le fait qu'elle n'ait pas laissé sa troisième place à Lou Jean Monod. Autant j'avais dit au championnat du monde à un moment qu'il fallait jouer, je ne sais plus sur quelle course, j'avais dit quand tu as une Française derrière toi, il faut essayer de jouer un peu plus avec ton adversaire. J'avais dit tu pouvais essayer de jouer tactiquement en disant bah moi j'ai une Française derrière, donc en gros si elle revient sur moi, ça fait deux chances, enfin ça fait une chance de plus pour la France de remporter une médaille. Donc en gros c'est à toi de faire le job si tu veux pas qu'elle revienne, et je trouve qu'il fallait un peu jouer, je sais plus c'était sur quelle course où j'avais dit ça. Mais là non, on est sur une Coupe du Monde, on n'est pas encore sur le dernier rendez-vous à Oslo. Donc de toute manière, les stratégies d'équipe avant Oslo, il n'y en a pas, en gros. Et puis en plus, normalement, tu n'as pas le droit véritablement de faire de courses d'équipe. C'est pas hyper autorisé, en gros, par l'IBU en termes de règlement. Donc il faut que ça soit fait, mais que ça se voit pas des masses. Et en gros, pour moi, Océane Michelon, elle n'a pas à le faire à ce moment-là de l'année. Ok, sur le dernier rendez-vous à Oslo, pourquoi pas, et encore, pour moi, elle joue aussi un classement général Océane Michelon avec le maillot bleu. Elle joue aussi un maillot distinctif. Donc, c'était à Lou de ne pas faire deux erreurs, hein, tout simplement, mais pour moi, on ne doit rien reprocher à Océane Michelon sur sa stratégie. Non, elle doit faire sa course. C'est une course individuelle, c'est pas un relais, c'est pas une course par équipe, donc voilà, elle doit faire sa course. Et oui, si on est à Oslo sur le dernier rendez-vous de la saison et qu'elle a plus rien à jouer et que Lou Jean Monod peut encore jouer le général, pourquoi pas, mais pas à ce moment-là de l'année, on est encore trop loin de la fin de saison. Lou Jean Monod, ouais, trop de pression sur les épaules, tu sens que Lou, c'est mentalement qu'elle doit encore travailler. Voilà, c'est encore mentalement, parce que là je pense que sur le dernier tir, c'est la pression qui lui fait rater les balles. C'est la pression sur les épaules parce qu'elle sait qu'elle peut faire un grand coup. Alors certes, elle connaît peut-être pas le classement de Preuss, mais elle sait très bien que Preuss est derrière, et elle sait très bien qu'elle peut remonter et reprendre beaucoup de points parce qu'elle la voit pas autour d'elle, Preuss, donc elle la voit pas dans le top 5. Et je pense qu'elle s'est mis de la pression sur les épaules. Trop de pression sur les épaules. Je pense pas que le staff lui ait dit où était Preuss. Si c'est ça, je pense que c'était une erreur. Mais ouais, elle fait deux erreurs et ça coûte très cher, quoi. En fin de course, ça coûte cher. Avec des jambes qui étaient moins bonnes que la veille. Donc ouais, dommage pour Lou. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, oui, il faut réussir à rebondir après le flot d'insultes, mais autant vous dire que sur le relais, elle a extrêmement bien répondu. Et puis Célina Grossian, toujours ce match du maillot bleu, hein.
qui est costaud. Et puis Dorothea, belle course de Dorothea. Mais tu vois qu'aujourd'hui, elle est obligée quand même de faire les courses parfaites pour même faire une cérémonie des fleurs parce que elle a plus les jambes qu'elle avait il y a quelques années, hein, tout simplement. Du côté de Dorothea Vier. Justine 7ème, trop d'erreurs. Voilà, bon. Après, sur les courses à 4 tirs, c'est plus compliqué maintenant pour elle à Justine. Et puis, bon, comme je disais, elle a du mal sur l'enchaînement des courses. Voilà, ce que je disais, c'est qu'elle arrive très bien sur une épreuve, mais l'enchaînement des épreuves, c'est plus compliqué pour Justine. Donc voilà, dommage pour elle, mais ça reste une 7ème place quand même si la course est pas exceptionnelle. Et puis Kierkegaard 2, devant Jeanne Richard, qui marque une chouille de pas quand même sur cette semaine de compétition par rapport à Océane, enfin sur cette course, qui perd quelques points pour le maillot bleu. Donc ça c'est dommageable. Et puis Minkinen, pas d'erreur, mais ouais, des jambes un peu moins bonnes. Voilà, tout simplement. Et puis on redescend dans le classement. Temps de revol de trop d'erreurs, hein. 5 sur 10 sur le debout, c'est pas suffisant. Preuss, encore 3 erreurs d'entrée sur le coucher. C'est la première grosse craquante de la saison pour moi depuis Oberhof. Et là, sur cette poursuite. Et encore, c'est la première grosse craquante sur poursuite parce qu'à Oberhof, elle avait fait une remontée. Là, pour moi, vraiment, elle a craqué sur cette épreuve-là. Trop de pression sur les épaules. Donc, elles sont pas habituées, que ça soit Preuss et Lou Jean Monod, elles sont pas habituées à jouer la gagne du général de la Coupe du Monde. Donc forcément, il y aura des erreurs pour ces filles-là. Et puis, dommage pour Sophie. Ouais, petite remontée, parce que là aussi, hein, le debout, ça a été très compliqué. Mais vraiment, je trouve que son debout s'est dégradé au fur et à mesure de la saison. C'est vraiment dommageable. Voilà. Et puis, on passe au relais rapidement. Le relais homme, pour moi, c'est le plus beau relais de la... Alors là, on va commencer par le relais dame, pardon. Le relais dame, on avait mis l'équipe type. Bon, voilà, qui a bien montré que le titre de championne du monde, c'était pas une exception sur leur saison. Non, elles sont capables de reproduire ça avec une Lou et une Océane qui ont placé l'équipe sur orbite. Alors même si Justine a eu un tir couché plus compliqué, comme Lou et Océane lui avaient donné pas mal d'avance et que bon, elle est quand même super forte sur les skis, ça aide. Et puis après, Juliane avait qu'à finir le travail. Hein, en gros, voilà, le job avait été fait auparavant par Lou et Océane qui nous avaient donné une très belle avance. Et Océane qui s'installe quand même dans ce rôle de relayeuse de l'équipe de France. Je trouve de plus en plus. Du côté de l'équipe de Norvège, dommage Knoten parce qu'elle met un peu hors jeu d'entrée. Tendrevold n'avait pas des super jambes, hein, on voit, parce que malgré seulement que 2 balles de pioche, se retrouve quand même un petit peu loin. En termes de temps, et puis Fernstein-Luik et Kai2 qui font la course. Bon voilà, j'ai un dommage ce premier relais parce que ça te met un peu loin. Ensuite derrière c'était correct. Et puis l'Allemagne, pas mal sans Preuss encore sur ce relais, mais ouais, ça fait le job. Donc bravo devant la Suisse, l'Autriche, la Suède. Décevante la Suède avec 2 tours pour Anna et Skottheim. Déjà qu'elle n'est pas très rapide sur les skis, et en plus elle se rate sur le tir, ça commence à être un petit peu compliqué. Dommage parce que Magnusson fait pas un mauvais relais comme Anderson, mais derrière ils étaient trop loin. Et c'est vrai que du côté de la France, il y avait un intérêt. Pourquoi on a mis l'équipe TIG? Certains pourraient dire on aurait pu mettre au repos Lou Jean Monod, mais il fallait prendre des points pour le classement par nation. Et comme on ne savait pas trop ce que ça allait donner le relais homme, du fait qu'on était obligé de mettre une équipe B à cause des maladies de Jacqueline et de Perrault, eh bien on était obligé de mettre un peu l'équipe 1 du côté des filles pour compenser peut-être une contre-performance des garçons. Et non, les garçons n'ont pas contre-performé parce que pour moi c'est le meilleur relais de la saison. Du côté des garçons, j'étais passé un petit peu loin. Voilà, les garçons, 4 balles de pioche seulement encore. Encore un relais fantastique. Et surtout le relais d'Oscar, qui a fait un super relais, quoi. Et il disait c'est sa première victoire en Coupe du Monde, au final Oscar, mais super relais. Et Antonin Guigona, je pense, doit se dire il y a un petit jeune qui me met la pression là. Parce que depuis le début de saison, il disait que c'est dommage qu'on ne me mette pas plus la pression. Mais là, Oscar Lombardo, il a fait un bon week-end. Et puis derrière, Fabien et Quentin qui ont fini le travail avec un Fabien qui n'était pas un poste habituel. Au final, parce que Quentin a déjà été 4e relayeur. Voilà, mais Fabien, 3e relayeur, ça ne me dit pas grand-chose.
Et il a bien réussi à finir le travail. Donc ça a été plus compliqué pour Emilien Claude, mais ça reste quand même raisonnable. Et vous voyez que à la fois Quentin et Oscar font quand même des relais parfaits. Et du côté de la Norvège, bah, encore trop d'erreurs. Hein. Un tour de pénalité pour Johannes. Et puis de toute manière, hein, ouais, c'est dommage parce qu'il maîtrisait complètement la situation. Et Johannes bah, ouais, se rate sur la fin. Mais tu vois que déjà ce tour-là fait pas un grand relais. Ça les met un peu en difficulté. Et puis un Tariebeu qui n'avait pas encore des grandes jambes. Et puis l'Ukraine, bah, qui a la bonne course de l'année. Après l'Ukraine, on sait, hein, toujours performante au tir. Il fallait que les autres se plantent. Les autres se sont plantés. Donc bravo pour l'Ukraine parce qu'eux, ils ont été à leur niveau. Alors que l'Allemagne, bah, bon, le changement de coach de tir porte pas vraiment ses fruits. Hein. Kuhn et Zobel se sont plantés, et puis bah, l'Italie, ça a été catastrophique aussi avec 5 tours de pénalité pour Didier Bionaz qui a fait une semaine catastrophique. Après une poursuite qui avait déjà été compliquée, je suis pas sûr qu'on le revoie en Coupe du Monde, Didier Bionaz, tout de suite. Et puis oui, bah, Jasper Nelin et Victor Brandt, ouais, et puis même Pontiloma en fait. Hein, ça a été une performance globale du côté de la Suède, d'un raté complet du côté de cette formation. Bon. Et bien on finit avec les différents classements, le classement général avec Preuss en tête toujours, mais bah, avec moins d'avance, hein, tout simplement. Plus que 36 points d'avance sur Lou Jean Monod. Julia qui est troisième devant Jeanne Richard, Océane Michelon, Elvira Auberg et Grossian. Mais on voit que ça reste serré pour ce maillot bleu entre Jeanne Richard, Océane Michelon, il n'y a que 2 points. Et puis Célina Grossian n'est pas encore lâchée. Justine 8ème devant Minkinen et Kierkeide dans le top 10. Du côté des garçons, et bien Johannes Beu toujours en tête, mais avec 5 points d'avance, enfin désormais en tête, avec 5 points d'avance sur la grille, ça va être serré. Emilien et Eric bah, marquent un peu le pas avec leur petite maladie. Et puis Samuelson qui remonte bien avec sa poursuite, donc qui reste menaçant comme Giacomel, Tariebeu et Quentin Fillon-Maillet, lui, est 8ème et va essayer d'aller chercher Tariebeu, hein, ça va être son objectif. Fabien Claude, 10ème, voilà, dans ce classement général de la Coupe du Monde. Eh bien, nous, on va se retrouver pour Paul Yuka. Je pense qu'on fera également une vidéo... Enfin, une vidéo peut-être plus globale sur Paul Yuka. Je ne sais pas si on aura le temps de faire des vidéos de chaque épreuve, on verra. Et puis bah, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.